Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Je me présente, vous me reconnaissez, mon nom est Marie-Josée Roux. J'ai invité pour vous cette semaine un ami, un frère de la communauté du désert, un missionnaire. Bref, vous allez tout apprendre sur lui. Oh, pas sûr! Dans la prochaine émission. Bienvenue, Gabriel Grégoire. Ça me fait plaisir de te recevoir à cette émission où on parle de sujets touchant la foi. Tu as la foi, toi, Gabriel? Des fois, j'ai des doutes. Quelle belle foi! Gabriel, bienvenue. J'aimerais te présenter comme un témoin, comme quelqu'un qui, c'est l'angle qu'on a élaboré ensemble. D'abord, qui es-tu? Tu viens d'une famille de plusieurs enfants. Oui, bien comme tu dis, Marie-Josée. Ben bonjour Marie-Josée. Bonjour. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent présentement, qui nous regardent. Moi, mon nom c'est Gabriel Grégoire. Je suis né dans la région de Lanaudière, un petit village agricole, Saint-Esprit, de Montcalm, près de Joliette. Je suis né le 28 juin 1964. Mes parents ont eu 14 enfants. Ah bon? J'ai 8 frères et ça, hein? j'ai 5 sœurs. Tu es de quel rang dans la famille, Je suis le Gabriel? 13e. Donc, on dit que le 13, numéro 13 est... C'est un chiffre chanceux. En tout cas, je me compte pas malchanceux, pas du tout, parce que j'ai eu des parents assez exceptionnels. Oui. Justement, le fait d'avoir eu 14 enfants, je me dis toujours comment est-ce qu'ils ont pu réussir à nous donner tout ce qu'on a reçu. Tu as l'impression d'avoir reçu beaucoup? Énormément. Surtout, ben mon père était un homme très entreprenant, donc il veillait toujours à ce qu'on ait un bon avenir. Puis notre mère étant donné qu'elle est décédée maintenant, elle est décédée, elle avait 95 ans, ça veut dire 14 enfants, ça tue pas. C'est pas le travail qui tue. Mais elle avait, ben chaque personne peut dire que sa mère est exceptionnelle. La mienne était exceptionnelle. À sa façon à elle. Oui. Elle avait des talents. Très simple. Elle a fait sa 4e année. Comme beaucoup, hein. Puis elle est un exemple concret. Pour écrire, elle avait très peu, mais quand elle savait pas écrire le mot, elle l'écrivait au son. Ah bon? Donc, pour lire sa lettre, on lisait à haute voix, là, on savait ce qu'elle voulait dire. Mais bref, oui, je suis né dans une belle famille, j'ai grandi. Et puis, quels sont les événements, je dirais, qui ont marqué ton adolescence? Bien, à vrai dire, j'ai une vie, je dirais, ordinaire, comme la majorité des gens. Je suis allé au primaire, au secondaire, à la polyvalente Saint-Roch, une ferme agricole où on avait beaucoup d'ouvrages. Ouais, c'est ça. Comme je disais tantôt, notre père était un homme entreprenant, donc il voyait qu'on grandissait. 9 garçons, 5 filles, donc on avait une ferme laitière de 100 vaches, une porcherie, poulailler, les terres à cultiver, fruits et légumes, donc... tu as travaillé beaucoup dans ton adolescence. Oui, c'était... puis je pense que c'est bien. C'est bien parce que je me dis... un bon souvenir de parce cette que je me dis, on a appris à travailler, puis ça nous a appris à développer des habiletés, puis notre mère était très rassembleuse, donc on était 14 enfants, on en a eu assez, mais elle recevait nos amis en plus, donc... C'était la porte ouverte. Oui. Chez vous. Oui, tu retiens ça de l'éducation que tu as reçue. Oui. Un jour, tu as pris ton envol, comment ça s'est passé? Ah, ben graduellement, comme tout adolescent, j'ai terminé mon secondaire, puis j'ai eu
j'ai été attiré par une technique, ça s'appelle en technicien en laboratoire médical OK. au Cégep de Saint-Jérôme. Donc, je me suis inscrit, j'ai débuté mes études, mais pour X raisons, difficultés, c'est assez exigeant comme étude. Puis peut-être j'étais pas assez déterminé, j'ai pas terminé mes études du Cégep. Donc, mais j'étais attiré par le voyage dès ma jeunesse. Ah bon? Donc, il y avait un programme du gouvernement canadien, ça s'appelait Katimavik. Je me suis inscrit, puis heureusement, j'ai été choisi. Donc, j'ai eu la chance de voyager, puis on était un groupe de jeunes. C'était toujours des groupes de jeunes de 12 qui représentent le Canada. Il y avait 8 de langue anglophone et 4 jeunes de langue française. Donc, ça m'a permis de découvrir... T'es allé où en Colombie-Britannique? Ben, notre groupe, on a été très choyés. Oui. Et il y a eu un échange entre un groupe des États-Unis avec notre groupe. Donc, on a débuté notre projet en Californie. Ah là là! Puis ensuite, on a poursuivi notre projet. Mais comme tout jeune, comme je disais, je suis une personne jeune comme tous les autres. J'ai bifurqué durant ce projet-là, consommation de drogue. Puis heureusement, notre responsable de groupe était assez strict sur ce point. Elle nous a retourné les 3 qui avions... OK, une petite tendance. Oui. Donc, je suis revenu avant le temps chez mes parents qui ont été... un peu surpris. Un peu surpris. Ben c'est ça, ma jeunesse, puis par la suite... Alors, tu es revenu pour travailler à la ferme? À la ferme, oui, j'avais 18 ans, j'étais encore jeune, incertain de mon avenir, mais toujours l'aspect du voyage m'attirait. Okay. Puis mon père était attentif à ça, donc il y avait eu un échange de jeunes agriculteurs avec la France. Donc, j'ai été accepté pour aller travailler sur une ferme à la France. Et juste avant de partir pour la France, un ami de mon village natal à Saint-Esprit me parlait beaucoup de Jésus. Puis de la façon qu'il m'en parlait, je trouvais ça attrayant. Mais j'aimais beaucoup ça, mais je pratiquais pas. J'allais pas à la messe. Ça avait aucun, c'était pas présent dans ma vie, là. Dès mon adolescence, là, nos parents nous ont pas obligés. Okay. Puis, je pense que j'ai laissé la pratique religieuse. Ils avaient la foi. Oui, mais ma mère était religieusement fidèle à la messe du dimanche. Oui, ça a été un modèle. C'était pas très expressif. Envahissant non plus. Pas du tout, parce que sa vie quotidienne, c'était s'occuper des enfants, mais le dimanche, c'était la messe du dimanche. Puis ça, je pense que ça reflétait dans sa vie quotidienne. Puis veux pas, je crois que ça a eu un impact sur nous, ses enfants. Donc, voilà. Alors là, tu rencontres un ami. Oui. Qui me parle de Jésus, puis quelque chose je trouvais ça très beau, ce qu'il me parlait de Jésus. Puis là, je lui apprends, j'ai dit, je m'en vais faire un stage en France. Ben, il dit, je te donne un cadeau, je te donne ma Bible. Bon. OK, merci. Donc, sans le savoir, j'ai mis la Bible dans la valise, puis je suis parti. Puis, je me souviens au début, le soir, étant donné que j'étais dans un endroit où je connaissais pas personne, j'étais seul le soir. Je me suis mis à lire la Bible, mais pour moi, c'était du vrai chinois. Je comprenais rien, mais j'arrive pas à saisir. À un moment donné, c'est comme si je suis tombé amoureux de ce que je lisais, des évangiles, de la vie de Jésus, de ce qu'il disait, de ce qu'il faisait. Donc, il y a eu un revirement dans ma vie à ce moment-là. Oui, ça a été comme vraiment là, un revirement. On dit parfois une conversion. Ouais, je pense à cette période-là, là, il y a eu un revirement. À la lecture de la Bible, oui. Seul en France, un peu. Dans ma chambre, donc j'avais quasiment hâte le soir de terminer de travailler pour aller poursuivre ma lecture que j'avais entrepris. Donc, ouais, ça a été comme un élément important là. J'avais 20 ans, 19-20 ans à ce moment-là. Eh ben. Donc, pour dire qu'il y a des petits gestes qui changent des vies, hein? Oui.
Alors là, tu finis ton stage cette fois-ci en France? Oui, c'est ça, comme prévu. Puis, Je suis revenu au Québec, mais là, vraiment, ça avait pris un tournant, là. C'est comme si ça m'habitait beaucoup. Puis j'avais eu la chance, avant de partir pour la France, cet ami-là connaissait Gérard Marier, l'abbé Gérard Marier, fondateur de la communauté du désert, puis il m'avait dit, viens me voir. J'avais été le voir à la communauté du désert à Nicolette. Puis j'avais rencontré l'abbé Gérard Marier, puis il m'avait dit, si jamais tu veux, reviens. Tu reviendras. Puis ça m'est resté... Donc quand je suis revenu au Québec, ça a été la première chose que j'ai pensé, revenir à la communauté du désert. J'avais une soif de connaître Jésus, puis même... je lui avais écrit à l'abbé Marier, j'avais dit, j'aurais le goût de partir sur les routes et annoncer Jésus à tous les... Là, il m'avait écrit, ben, c'est bien, mais il serait bon que tu aies une certaine formation avant, viens nous voir. Ah oui. Alors, c'est une vraie conversion de l'esprit. Oui, je pense que ça a été très profond, hein. Mm-hmm. À partir de là, ta vie sans le Christ, ça se pouvait plus. Ouais. C'était un élément, c'est comme si ça avait pris une place importante. Alors, Gabriel, à ton retour de France, tu te rends à Nicolette. À Nicolette, puis... Tu es reçu dans les installations très précaires à l'époque. Très précaires. Mais étant donné que mes parents, surtout ma mère, étaient découragés de moi parce qu'elle disait, qu'est-ce qui arrive avec notre garçon? On l'a perdu. Ah oui? Elle avait l'impression que tu te perdais. Ouais, que là, je dérapais, là. Parce que... C'était comme... Elle avait peur d'une secte? Oui. Oui. Ah, Une mère, hein, ça a des certaines craintes, puis ça veut le meilleur pour ses enfants, puis je pense qu'elle craignait peut-être que j'étais dans une secte religieuse qui pouvait... puis une mère, ça connaît ses enfants. Peut-être qu'elle voyait j'avais une fragilité. OK. Puis elle avait une crainte... Comment? Est-ce qu'elle a fini par être rassurée? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Bon. Mais là, toi, tu te rends à Nicolette. À Nicolette. Puis heureusement... T'es heureux là. Oui. Heureusement, Gérard nous encourageait beaucoup aux études. Oui. Donc, j'ai terminé mes études au cégep. Des études générales. Oui. Puis, il encourageait beaucoup qu'on aille étudier en théologie. Mm-hmm. Puis moi, j'ai suivi la ligne, mais heureusement, bien que j'avais pas un objectif professionnel, c'était pas dans le but d'être enseignant ni d'être prêtre, mais j'avais le goût d'apprendre la Bible, puis vraiment, puis ça a été formateur. Je reprends ça après plusieurs années là. Je me dis c'est un bagage qui est formateur de connaissances, puis qui me permet de mieux vivre ma foi. C'est un savoir, tu as appris autant à savoir du savoir intellectuel, mais tu as appris aussi comment être un chrétien. Oui. L'attitude. Ouais, dans la vie d'aujourd'hui, oui. Alors là, tu fais des études en théologie sans avoir l'intuition ou l'intention de devenir prêtre. Non. Puis, c'est ça, toujours au sein de la communauté du désert. Puis je pense que c'est aidant parce que tout seul, j'aurais pas poursuivi. Non. Je pense que la communauté en soi est aidant d'avoir un soutien. Puis il y avait la dimension de vie spirituelle, la prière ensemble le matin, chaque matin. C'est quelque chose qui me faisait vivre beaucoup, la vie communautaire. Donc tout ça faisait que ça me permettait de vivre ce que je portais en moi. Alors là, on commence à préparer des gens pour un éventuel voyage au sein de la communauté, c'est ça, hein? C'est comme ça que tu t'es préparé, j'imagine, à partir pour la première fois. Comment c'était pas présent. Parce que t'es parti au Pérou. C'était pas présent à ce moment-là dans mon esprit.
Tu faisais tes Bien études. bien que la communauté du désert avait déjà commencé à avoir une mission au Pérou Mhm. en 1981 avec Yvan Boucher, qui a été ordonné prêtre là-bas. Donc, mais moi, durant mes études à la communauté, j'avais pas ça à l'esprit. Puis, j'ai terminé mes études de théologie, puis j'ai été travailler dans une épicerie. Au département des légumes. Il n'y a pas de sous-métier. Non, exactement. Puis je faisais un peu de pastoral dans les milieux scolaires, très peu. Puis c'était pas quelque chose qui m'attirait tellement. Tu dirais Puis, pourquoi? Comment? Je suis pas à l'aise dans l'enseignement, puis c'est pas quelque chose qui Même la prêtrise, Gabrielle. J'y avais pensé une fois, mais c'est comme si ça vient un peu mon aspect personnel, là. Peut-être comme tu dis au début, là, il y a un manque de confiance, je sais pas, je me dis hey, c'est quelque chose d'attrayant, de beau, mais non, je suis pas fait pour moi. Là. Ah oui. C'était ça qu'il y avait Tu ne voyais pas. Oui. Mais c'est ça, les voies de Dieu. C'est ça. Puis là, j'ai terminé mes études en théologie, j'ai été travailler 1 an. Puis là, on m'a offert d'aller joindre Yvan au Pérou. Puis ça, c'est quelque chose même sans avoir prévu aller en mission, durant ma formation théologique à l'université, j'avais suivi une formation missionnaire. Ah bon? Ça t'intéressait? Oui, c'était quelque chose ouais. Pourquoi? C'était quelque chose qui m'attirait, hein? Les missions, les gens pauvres, on pourrait dire. Puis là, quand on me l'a offert, j'ai dit oui tout de suite. J'avais une blonde à ce moment-là. Ah, oui, j'avais une blonde. Quand même. Mais c'était pas fort, l'amour. Elle m'aimait beaucoup, mais moi, je sentais pas un attachement. Okay. Donc, dès qu'on m'a offert d'aller au Pérou... la blonde a passé deuxième. Elle a pleuré. Que j'ai pas de cœur, hein. Mais j'ai fait comprendre que dans le fond, je voulais être vrai avec elle. Puis, c'est ça, si tu sens pas. Donc, je suis parti pour le Pérou en mission, en 1990. Comment ça se passe, le Pérou en 1990? Ben là, qui est là avec toi? Yvan, le prêtre Yvan Boucher. Il y avait un jeune Péruvien missionnaire avec nous, et Alain Lacroix, qui est aussi membre de la communauté du désert. Qui vient du Québec aussi, qui était envoyé avec Yvan. Oui, c'est ça. Alors, on te demande de faire quoi comme service? Au début, on me demandait d'observer, d'apprendre, parce que là, c'était vraiment tout un apprentissage, apprendre l'espagnol. Ben, c'est ça. Les coutumes des gens, c'était vraiment là, peu à peu là, m'intégrer à la vie quotidienne là-bas, ce qui était pas évident. C'est une région en forêt amazonienne avec un régime de vie totalement différent d'ici. As-tu eu de la difficulté à t'adapter? Oui. À quoi, par exemple? Je me demande toujours comment j'ai fait pour poursuivre. Hein? Oui. Un exemple bien concret. Oui. Pour se rendre au village de mission où nous étions, le seul moyen d'y arriver, c'est en avion. Un petit avion. On partait de la ville centrale qui s'appelle Iquitos pour s'en aller à la frontière. Notre poste de mission était à la frontière du Pérou et de la Colombie. Un petit village de 800 habitants dans ce temps-là. Un hydravion qui venait une fois par semaine. Donc, je suis arrivé là. Quand j'ai débarqué de l'avion, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si toutes mes aspirations missionnaires disparaissaient. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Ouais, c'est comme là, j'avais perdu la réalité est difficile. Pas d'électricité, pas de système d'eau potable,
pas de... c'est vraiment là une vie de l'ancien temps, là, où c'est aride, là. Il n'y a pas beaucoup de choses à manger. C'est pas beaucoup de variétés. Bananes, poissons, le manioc, du riz. Puis le lendemain, on recommence. Donc, c'était pas évident. Donc, là, une fois par semaine, l'avion venait. Puis là, je l'entendais de loin. Là, je me disais, je m'en vais. Mais je sais pas pourquoi, je restais. Tu dis, je sais pas pourquoi. Tu avais le goût je pense que d'apprendre encore plus. Je pense que il y a une fibre en moi d'être en lien avec les gens humbles, démunis, qui m'attire beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Je suis plus à l'aise avec les gens qui humbles, que ceux qui ont beaucoup de ressources, puis qui ont beaucoup de moyens, puis qui ont de la richesse. Je suis plus à l'aise avec les gens humbles, qui ont pas beaucoup de ressources. C'est comme si... Je sais pas, je m'explique pas bien. Ouais, ouais. Puis la façon des gens là-bas, ils sont très accueillants, très pauvres, mais d'un accueil, là, toujours, ouais, un cœur ouvert, ouais. Donc, je fais ça. Alors, tu es arrivé là-bas en 1990. Oui, j'avais 25 ans. 25 ans. Tu y es encore aujourd'hui. Tu as passé par toutes sortes de détours. Tu es revenu, tu es reparti, tu es revenu. Là, tu es en visite en ce moment. Et oui. Et tu repars bientôt. Qu'est-ce qui te pousse à repartir encore une fois? Tu peux être utile là-bas? Oui, je pense que tu viens de dire le mot. Me sentir utile. Oui. Tu sentirais plus maintenant au Québec la possibilité? Oui, peut-être. Oui. Je me dis, je connais pas l'avenir. Je me dis, peu importe tout ce que je vais être, tu peux te rendre utile. Je me mettrai en lien avec des gens qui m'entourent. Puis, oui. Mais pour le moment, je sens qu'il y a encore une porte ouverte pour moi là-bas. Puis, avec Alain, qui est de la communauté du désert, concrètement parlant, nous sommes en charge d'une maison où ce que les missionnaires de tous les villages, nous, on appelle ça le vicariat. Oui. C'est comme donc, quand ils veulent venir à la ville, c'est l'endroit où est-ce qu'ils se logent. Donc, nous sommes en charge présentement de voir à leur recueil, hébergement, alimentation. Donc, concrètement, c'est ce que nous avons comme responsabilité. Ce qu'on appelle là-bas un poste de mission. Un poste de mission. Parce que... Dans le vicariat, il y a 15 postes de mission dans un territoire immense. Puis la seule façon de voyager, c'est par bateau. Il n'y a pas de route. C'est ça. Donc, c'est très long. Ça peut prendre 2 jours au missionnaire se rendre à son poste de mission. Puis quand il vient à la ville, c'est souvent pour faire des démarches juridiques ou autres, des achats. Donc, ça y prend 2 jours venir. Donc, il peut pas repartir après-midi. Je repars après-midi. Non, ça fonctionne. Donc, il reste toujours quelques jours. Donc, ça prend un endroit où il va être hébergé. Puis, où est-ce qu'il puisse se reposer aussi. Puis s'alimenter. Oui. En vue de retourner à son poste de mission. Quand le vicariat que tu desserres, que tu sers, il y a un évêque qui est nommé. Oui. En ce moment, c'est un clarétin. Un clarétin. Il s'appelle José Javier Travieso Martín. C'est un Espagnol, un clarétin. Il est évêque de notre vicariat depuis 2015. C'est lui qui voit l'administration, oui, c'est lui qui vous a demandé. C'est lui qui nous a demandé. C'est comme l'évêque ici de notre diocèse de Nicolette. C'est lui qui voit l'ensemble des besoins du territoire sur tous les plans là, financiers, mais aussi pastoral. Oui. Gabriel, tu retournes avec une légèreté. Pour combien de temps? On ne sait pas. On ne sait pas. Puis ça t'inquiète pas? Non, je me dis, j'ai une bonne santé, heureusement. Donc, tu vas aller retrouver on dit souvent, quand on a la santé, on a tout. Donc, puis je pense que j'ai une grâce particulière, j'ai la foi en Dieu, puis je
crois que c'est... Tu as l'impression d'être à ta place là-bas? oui. Tu fais partie Oui. maintenant de la communauté? C'est comme une famille, hein? C'est comme une Mhm. famille. Là-bas... Puis pourtant, tu travailles avec des gens de toutes sortes d'origines? Oui, oui. Nous avons des missionnaires de différents pays, là. Espagne, États-Unis, Mexique, Argentine, l'Inde. Mais Pologne? Pologne, Canada, Québec. Donc, mais notre union pour se parler, c'est toujours en espagnol. Donc, OK. voilà. Vous parlez en espagnol. Puis Oui. ce qui fait l'unité entre vous, c'est que vous servez C'est notre foi Oui, en c'est ça. Dieu, catholique. Puis, toujours dans un but, étant donné que la situation est très précaire là-bas, il y a beaucoup l'aspect de pastoral social, voir à ce qu'il y ait un mieux vivre des gens pour répondre aux besoins de base, alimentation, santé. Médicaments, etc. Oui, oui. Gabriel, est-ce que il y a une page d'évangile qui te parle de façon particulière? Bien, à vrai dire, il y en a une qui me vient, là, mais c'est plus personnel, je dirais, ma personnalité qui est fragile, qui est incertaine, souvent celle de Saint Paul qui dit c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Donc, je me retrouve dans cette parole-là. Puis aussi, il dit autrement à un autre endroit dans la Bible, il dit ma grâce, Dieu lui dit à Saint, ma grâce te suffit. Donc, même si t'es faible, t'es désemparé, t'as beaucoup de limites, ben compte sur ma grâce, puis va de l'avant. Donc ça me soutient beaucoup. Ça Oui. t'accompagne. Oui, oui, ça m'accompagne. Gabriel, merci pour ta joie. Merci pour ton témoignage de foi. Merci de nous avoir permis de te connaître ici à l'émission. Alors, on t'envoie avec celui qui te rend fort. Puis on te souhaite un bon séjour, du succès, d'être utile. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci à Claude Morin et à Nicolas Simoneau pour leur service technique. Au revoir.